Africain. Je donne à présent la parole à son Excellence Annalena Baerbock, ministre fédérale des Affaires étrangères d'Allemagne. Excellencies. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous vivons dans un monde où les gros titres et les slogans se succèdent rapidement. Reprendre le contrôle. Mon pays d'abord. C'est nous contre eux. Des slogans qui dessinent un monde en noir et blanc. Des slogans qui nous font croire que les choses sont très simples, qu'il n'y a qu'une manière de voir les choses, que c'est nous contre eux. Je viens d'un pays où cette logique, le nous contre eux, a été amenée à un extrême, les pires extrémités que l'humanité ait jamais vues. Une guerre mondiale meurtrière pour des millions de personnes et le crime le pire que l'humanité ait pu voir, la Shoah, le génocide de 6 millions de juifs et juives, déshumanisés, tués pour le simple fait d'être juifs, tués en raison d'une idéologie nazie qui ne reconnaissait que l'humanité de ceux qu'il définissait comme allemands. Après la Seconde Guerre mondiale, cette institution a été créée à New York selon l'idée que la logique du nous contre eux menait à la catastrophe. Qu'il fallait au monde un modèle opposé, celui de notre charte, avec un monde dans lequel on ne faisait pas que reconnaître notre propre humanité au mépris de celle des autres. Qu'il nous fallait un modèle où chaque pays pouvait avoir le droit de déterminer sa propre destinée, qui représentait une vision positive pour notre avenir collectif. La perspective d'un ordre international fondé sur des règles, sur l'égalité de chaque État et de chaque être humain, marqué par la coopération plutôt que des nationalismes polarisants, avec une humanité indivisible. Et ce ne sont pas que des mots d'ordre. Ce sont les principes que nous cherchons à honorer chaque jour. Pourtant, c'est tout sauf simple d'y parvenir. Cela demande un travail d'arrache-pied. Et peut-être encore plus aujourd'hui. Il nous faut faire preuve d'empathie, de solidarité, à rebours de l'idée de défendre son pays d'abord. Il faut faire preuve de volonté, celle de se mettre à la place des autres. À l'heure de crise en particulier, cela exige que l'on reconnaisse la douleur de l'autre, même si notre propre douleur semble insurmontable. Cela exige que l'on trouve des terrains d'entente, malgré toutes les choses qui nous opposent. Cela exige que l'on se confronte à l'idée que les valeurs de la charte peuvent parfois sembler se contredire. Le droit inhérent à la légitime défense et la responsabilité de protéger les civils, en particulier lorsque les civils sont utilisés comme boucliers humains. Pour résoudre et répondre à cette question, on ne peut pas choisir, dire que c'est soit l'un soit l'autre, dire que c'est nous contre eux. En particulier, à notre époque, avec les réseaux sociaux, où les vérités présentées sur TikTok semblent effacer toute complexité, toute nuance, et parfois même les faits. Et nous le voyons très clairement s'agissant de la guerre au Moyen-Orient. Dans son attaque impitoyable perpétrée le 7 octobre par le Hamas,
le Hamas a mutilé et tué quelques 1200 hommes, femmes et enfants israéliens. Et aujourd'hui, les terroristes détiennent plus de 100 personnes en otage. Des hommes, des femmes, des enfants, y compris des citoyens allemands, y compris des enfants. Dans le même temps, à Gaza, des enfants affamés et traumatisés errent parmi les ruines de ce qui était auparavant leur maison et cherchent désespérément leurs parents sous les décombres. Nous voyons tout cela avec le cœur lourd et cela peut sembler humain d'être tenté, d'être convaincu par des mots d'ordre trop simples et émotionnels, de ne voir qu'une partie de la réalité. Et parfois, et de plus, s'agissant de ce conflit, nous avons notre propre perspective, notre propre histoire, ce qu'il faut respecter. Mais il ne faut pas s'en tenir là. Nous devons nous demander, et si c'était moi? Et si c'était mes enfants? Dans la surenchère à la douleur, il n'y a pas de gagnant. C'est ce qu'a dit une famille d'otages. L'humanité est universelle. Même dans les heures les plus sombres de sa vie, la mère d'un otage tué a trouvé la force d'envisager les deux perspectives. Et donc nous, en tant que dirigeants du monde, des pays du monde entier, qui avons la chance de pouvoir nous exprimer dans cette enceinte, devons pouvoir être capables de faire de même, de ne pas se laisser convaincre par des mots d'ordre trop simples, mais de rejoindre l'humanité et de sortir de cet engrenage vicieux de la haine. Une humanité universelle, ça veut dire que les droits des Israéliens et des Palestiniens ne s'annulent pas mutuellement. C'est pour cela que mon pays honore son engagement en faveur de la sécurité d'Israël. Mais dans le même temps, nous œuvrons tous les jours pour mettre fin à l'enfer que connaissent les enfants à Gaza. Une sécurité durable pour les Israéliens ne sera possible que s'il y a une sécurité durable pour les Palestiniens. Mais l'inverse vaut aussi. Une sécurité durable pour les Palestiniens ne sera possible que s'il y a une sécurité durable pour les Israéliens. Et c'est pourquoi nous ne nous arrêterons pas tant que les otages ne seront pas rentrés chez eux. Nous travaillons d'arrache-pied pour un cessez-le-feu. Le plan Biden a été adopté par le Conseil de sécurité. Et dans le même temps, avec nos partenaires, nous œuvrons pour apporter davantage d'assistance humanitaire à Gaza. L'Allemagne a fourni plus de 360 millions d'euros en assistance humanitaire à Gaza pour les familles palestiniennes à Gaza depuis octobre. C'est également pour cette raison qu'hier, nous nous sommes réunis avec un groupe de pays pour appeler à un cessez-le-feu immédiat de 21 jours le long de la ligne bleue. En effet, une escalade régionale plus large n'amènerait une sécurité durable pour personne. Et même si, très honnêtement, l'absence de progrès peut être frustrant, nous n'abandonnons pas dans notre volonté de chercher une perspective politique pour les Israéliens, pour les Palestiniens, pour qu'ils puissent vivre dans la paix, côte à côte, dans deux États. Pour moi, la résignation n'est pas envisageable. En effet, cela signifie que le terrorisme et l'extrémisme l'emporteraient. Il nous faut reconnaître la douleur d'autrui.
l'intérêt des autres. Et il nous faut aussi écouter ouvertement les plaintes des autres si nous souhaitons avancer. Et ainsi, peut-être arrivera-t-il que l'on entende des choses que l'on ne souhaitait pas entendre. Notre propre manquement. Je me rappelle, il y a 2 ans et demi, de nombreux collègues étaient ici présents dans la salle et j'avais appelé à soutenir notre effort pour s'opposer à la guerre impériale de la Russie contre l'Ukraine. Et l'un de mes collègues a dit, mais que faisiez-vous lorsque nous avions besoin de vous, lorsque nous avons été attaqués par les Houthis? D'autres ont dit, vous ne nous avez pas aidés dans notre lutte anticoloniale. Et effectivement, ça m'a fait réfléchir. Ces personnes avaient raison. Je pense que l'autocritique, pour reconnaître ce que nous ou les générations précédentes dans nos pays ont commis comme erreur, ne peut que nous bénéficier. C'est notre capacité à apprendre des erreurs passées qui rend nos sociétés plus fortes. Et c'est le seul moyen de construire un avenir meilleur. C'est pour cela que mon pays, l'Allemagne, a commencé à prendre à bras-le-corps son passé colonial. La restitution d'objets est un élément crucial à cet égard. C'est pour cela que nous sommes dans un processus de réconciliation important avec la Namibie. Nous ne pouvons pas effacer les erreurs du passé, mais nous pouvons nous unir pour un avenir meilleur. Nous pouvons faire ce choix tous les jours de par nos propres actions. Pour moi, prendre à bras-le-corps l'histoire coloniale, ça veut dire prendre les bonnes décisions aujourd'hui. Mais il nous faut aussi nous opposer, résister aux atrocités impérialistes auxquelles nous assistons aujourd'hui. La Russie n'a pas d'avenir meilleur pour l'Ukraine. L'Ukraine est un État indépendant qui a abandonné son arsenal nucléaire dans les années 90 car il croyait dans les principes et les garanties ancrés dans la charte. Et dans ses organes, le Conseil de sécurité par exemple, 3 décennies plus tard, l'Ukraine est attaquée par un pays des P5. L'un des pays qui, comme la charte le dit, doit assumer la responsabilité première du maintien de la paix et de la sécurité internationale. La guerre de la Russie à l'encontre de l'Ukraine a entraîné la destruction de villes, d'écoles et d'hôpitaux ukrainiens. Cela fait presque 1000 jours. Cela ravage l'ordre sécuritaire de mon continent, l'Europe. Ces effets se font ressentir par ricochet dans de nombreux pays. Vous êtes nombreux à le ressentir dans vos pays. Les prix de l'alimentation, entre autres. Et c'est pourquoi je comprends que certains d'entre vous se demandent, par exemple il y a 2 jours au Conseil de sécurité, mais est-ce que la guerre ne prendrait-elle pas fin si vous, les Européens, n'arrêtiez pas de fournir des armes à l'Ukraine? Alors, il n'y a pas de mal à poser cette question. Nous souhaitons tous la paix. Mais l'idée que s'il n'y avait pas d'armes pour se défendre, il n'y aurait pas de combat, il n'y aurait pas de mort en Ukraine, est une idée aussi simple qu'erronée. Nous avons vu ce qu'il s'est passé en juin, quand l'Ukraine a invité la Russie à un sommet international pour la paix. Au lieu de mettre fin à ces attaques et de venir à la table des négociations, Poutine a répondu en bombardant un hôpital pédiatrique. Tant que Poutine ne souhaitera pas venir à la table des négociations, si nous arrêtions d'appuyer la légitime défense de l'Ukraine, ça signifierait que
le pays se retrouverait sans hôpitaux et les enfants sans défense. Il y aurait davantage de crimes de guerre plutôt que moins. Et dans d'autres pays peut-être. Ces derniers mois, nous l'avons vu maintes fois, la Russie de Poutine a joué avec l'inviolabilité des frontières des États de la Baltique et de la Pologne. Il y a 2 semaines, la Russie a envoyé un missile à l'encontre d'un navire civil de céréales dans les eaux territoriales roumaines. Et c'est pourquoi je demande votre soutien aujourd'hui pour appeler Poutine à mettre fin à ces attaques et à venir à la table des négociations. Pas simplement pour notre sécurité européenne, mais je pense qu'il en va aussi de votre intérêt. Si un membre permanent du Conseil de sécurité est autorisé à conquérir et détruire un voisin plus petit, l'essence même de la charte est attaquée. Si la Russie cesse ses attaques, la guerre est finie. Et si l'Ukraine cesse de se défendre, l'Ukraine disparaît, de même que notre charte. L'égalité souveraine, article 2, paragraphe 1. Le règlement pacifique des différends, article 2, paragraphe 3. L'interdiction du recours à la force, article 2, paragraphe 4. Et c'est pour cette raison que nous continuerons à être fermement aux côtés de l'Ukraine et à défendre notre charte, pour arriver à une paix juste et durable, avec des garanties de sécurité. Une paix qui garantit l'existence de l'Ukraine en tant qu'État libre et indépendant. Une paix qui garantit la sécurité de l'Ukraine et de l'Europe. Et aussi la sécurité de tous, par là. Bien sûr, rien de tout cela n'est facile. Depuis près de 1000 jours, de nombreux pays ont travaillé pour que les enfants ukrainiens puissent regagner leur lit plutôt que de dormir dans des abris antiaériens. Depuis près d'1 an, nous avons œuvré pour aider à mettre fin aux souffrances au Moyen-Orient. Dans de nombreuses négociations dans la région, de nombreuses réunions au sein des organes des Nations Unies. Et oui, moi aussi, parfois, j'ai envie de céder au désespoir. Mais abandonner, là encore, n'est pas possible. Car cette logique du nous contre eux l'emporterait. Et puis, et c'est un élément important pour moi, longtemps à oublier une chose en cette heure de crise. Il y a beaucoup de choses que nous avons réussi à faire et que nous pouvons faire au sein de la communauté internationale chaque jour. Lorsque nous sommes unis et que nous écoutons la perspective des autres. 2 exemples marquants. Réfléchissez à ce que nous avons accompli il y a seulement 1 an à Dubaï lors de la COP. Nous avons vu qu'il était possible de dépasser cette logique du nous contre eux. Les États industrialisés contre le G77, les pays du Nord contre les pays du Sud. Nous nous sommes écoutés mutuellement. Mais avant tout, les pays les plus touchés par la crise climatique, les partenaires des PEID, qui nous disent depuis des décennies que la crise climatique menace leur existence même et que c'était la plus grande menace sécuritaire pour notre monde. Plus de 190 pays ont accepté d'envoyer un signal clair en faveur de la fin de l'ère des combustibles fossiles lors de la COP28. Et nous avons créé le fonds des pertes et préjudices, car ça nous semblait juste, pour les plus vulnérables. Et nous l'avons vu cette semaine. Nous avons adopté le pacte de l'avenir, le pacte pour notre avenir. Il a fallu des négociations dures, des centaines d'heures à rédiger le texte dans des salles de conférence, des sessions de nuit, des compromis de dernière minute pendant plus de 2 ans. Et nombreux ont été ceux qui ont aidé, qui n'ont pas abandonné.
nos partenaires, notamment la Namibie. Et, in fine, la grande majorité d'entre nous a trouvé la force de s'associer à ce qui nous unit, les règles plutôt que le nationalisme brutal, la coopération plutôt que la division, l'humanité, une humanité universelle. Et c'est dans cet esprit que l'Allemagne brigue un siège non permanent au sein du Conseil de sécurité pour 2027-2028. Nous sommes candidats en tant que défenseurs de la charte, de nos principes partagés. Et pour cela, il nous faut aussi réfléchir de manière critique au statu quo dans les institutions multilatérales. À de nombreux titres, notre système multilatéral correspond encore à une époque où presque aucun d'entre nous ici n'était né. Et pas moins de 142 pays représentés dans cette enceinte aujourd'hui n'avaient pas voix au chapitre. Et tout cela doit changer. Et c'est pour cela que nous œuvrons pour une réforme du Conseil de sécurité afin qu'il corresponde davantage à notre réalité d'aujourd'hui, avec une meilleure représentation des pays africains. Oui, il est tout à fait injuste que dans les deux institutions financières internationales les plus importantes, il n'y ait que des Européens et des Américains au sommet. Nos institutions doivent être acceptées par chacun et chacune d'entre nous. Et elles doivent, pour cela, nous représenter chacun et chacune. Et je n'entends par là pas simplement les hommes du monde, tous les hommes du monde. Alors, s'il y a une chose qui nous réunit toutes et tous, c'est que les femmes représentent 50% de la population de tous les pays. Mais depuis la création de cette organisation il y a 80 ans, il n'y a jamais eu de secrétaire général femme. Donc si cette organisation souhaite appeler à l'égalité et à la justice dans le monde, il est grand temps de montrer l'exemple à New York, ici. Et nous devrions nous habituer à dire « Madame la secrétaire générale, vous avez la parole ». En effet, à la tête de cette organisation, ce doit être une secrétaire générale pour le prochain mandat. Bien sûr, cela ne mettra pas fin à toutes les inégalités qui existent encore pour les femmes dans nos pays. Nous venons dans cette assemblée de toutes les régions du monde. Mais nulle part, la pleine égalité entre les genres n'est réalité. Et nous ne pourrons y parvenir qu'ensemble, en apprenant les uns des autres et en défendant les droits des femmes. Pas simplement dans nos propres pays, mais partout. Car les droits des femmes sont des droits humains. Et ce n'est pas une chose qui appartient au nord, à l'ouest, à l'est ou au sud. Ce sont des droits universels. Aucune d'entre nous ne souhaite être payée moins que son homologue masculin pour le même emploi. Aucune d'entre nous ne souhaite être violée. Aucune d'entre nous ne souhaite être arrêtée parce qu'elle a montré ses cheveux. Aucune femme. Et j'imagine aucun homme non plus ne souhaite cela. Car une vie équivaut à une vie. La vie d'une femme palestinienne est une vie, la vie d'un homme israélien est une vie, la vie d'une fille soudanaise est une vie, la vie d'un garçon ukrainien est une vie. Il y a près de 80 ans, les Nations Unies ont été fondées sur ce principe même, sur l'idée que les mots d'ordre simples, l'idée qu'il y a un nous contre eux, menait à la catastrophe. L'ONU a été fondée sur l'idée que l'humanité est indivisible. Je vous remercie. I thank Her Excellency Annalena Baerbock, Federal Minister. Je remercie Madame Annalena Baerbock, ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne. Et je